Dans notre système solaire, il y a une planète que les scientifiques appellent depuis longtemps la jumelle maléfique de la Terre. Ce n'est pas parce qu'elles se ressemblent, mais parce qu'elles ont presque la même taille, le même poids et la même composition. Mais alors que la Terre est pleine de vie, cette planète est littéralement devenue un enfer, et son nom est Vénus. À première vue, cela ressemble simplement à une étoile brillante ordinaire dans la nuit. En fait, c'est même l'un des objets les plus lumineux que nous pouvons voir dans le ciel après la Lune. Mais ne te laisse pas tromper, car Vénus a des caractéristiques particulières. Cette planète a la capacité de faire fondre le fer, d'écraser les vaisseaux spatiaux et de détruire une sonde en seulement quelques minutes. Pourtant, et pendant la guerre froide, un pays a tenté à plusieurs reprises d'explorer cette planète. Ce pays, c'était l'Union soviétique. Alors que le monde moderne se concentre aujourd'hui sur Mars et la possibilité de futures colonies là-bas, dans les années 60, quelque chose de différent s'est produit. À l'époque, les scientifiques étaient un peu plus concentrés sur Vénus que sur Mars. Mais pourquoi ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Depuis longtemps, les astronomes savent que Mars est froid et sec. On peut déjà le voir grâce aux puissants télescopes depuis la Terre. Mais Vénus, la situation est différente. On ne peut pas voir sa surface. Elle est en effet recouverte d'une couche de nuages si épaisse qu'on dirait une tempête permanente. Et à cause de cela, de nombreux scientifiques ont commencé à se demander ce qu'il y avait vraiment en dessous. Certains pensaient que c'était peut-être un monde de jungle tropicale, une planète humide avec beaucoup de pluie, des marécages, des plantes étranges et des créatures extraterrestres. Certains pensaient qu'étant plus proche du Soleil que la Terre, elle était simplement un peu plus chaude, mais la vie restait possible. Mais d'autres scientifiques ont mis en garde. L'un d'eux était le célèbre astronome Carl Sagan. Selon son analyse, il est possible que Vénus ne soit pas un paradis, mais plutôt un monde à effet de serre extrême. Cela signifie que la chaleur aurait pu être piégée dans son atmosphère jusqu'à ce que le climat de la planète devienne totalement incontrôlable. Et lorsque les sondes soviétiques sont arrivées, c'est là que la vérité a commencé à être révélée. Au plus fort de la course à l'espace, les États-Unis et les Soviétiques ne cherchaient pas seulement la science. C'était aussi une lutte de fierté, de propagande et de domination mondiale. Le monde a déjà été surpris lorsque l'Union soviétique a lancé Spoutnik, le tout premier satellite artificiel de l'histoire. Ensuite, ils ont envoyé Youri Gagarin comme premier homme dans l'espace. Il était donc naturel qu'ils veuillent aussi être les premiers à atteindre Vénus. Mais cette mission était extrêmement difficile. Rappelez-vous, il n'y avait pas encore d'ordinateur avancé comme aujourd'hui. Il n'y avait pas encore d'IA moderne pour la navigation, de processeurs ultra rapides ou de simulations sophistiquées. La plupart des calculs étaient faits à l'aide d'ordinateurs primitifs et d'estimations mathématiques. Mais malgré cela, les ingénieurs soviétiques ont tout de même poursuivi l'un des projets les plus ambitieux de leur époque, le programme Venera. C'était une série de missions spatiales soviétiques spécialement conçues pour étudier Vénus. Et en réalité, c'était l'un des projets d'exploration les plus dangereux. Dans l'histoire de la science spatiale, les premières sondes ont été lancées au début des années 1960. Mais ils échouaient sans cesse. Certaines sondes se perdirent dans l'espace, d'autres explosaient lors du lancement. Et d'autres encore perdirent le contact. Certaines étaient détruites avant d'atteindre leur cible, mais l'Union soviétique n'a pas abandonné. À mesure que les échecs s'accumulaient, ils comprenaient aussi à quel point Vénus était hostile. C'est là qu'ils ont découvert que l'atmosphère de Vénus était presque entièrement composée de dioxyde de carbone. Selon les données provenant des missions soviétiques, et plus tard de la NASA, la pression atmosphérique à sa surface est plus de 90 fois supérieure à celle de la Terre. Pour que tu comprennes à quel point c'est extrême, c'est comme si tu étais écrasé par le poids de presque 1 km d'eau sous la mer. Et la pression n'est pas le seul problème. La température moyenne à la surface de Vénus atteint plus de 800 degrés Fahrenheit, soit plus de 460 degrés Celsius. C'est encore plus chaud que Mercure, même si Mercure est plus proche du Soleil. Mais pourquoi ? À cause de l'effet de serre incontrôlé. Selon les planétologues et les données de la NASA, la chaleur est piégée dans l'atmosphère de Vénus à cause de l'épaisse couche de dioxyde de carbone. Et plus la planète se réchauffe, plus elle perd sa capacité à se refroidir. Le résultat, une planète semblable à une énorme cocotte minute. Et c'est là que l'Union soviétique a tenté d'atterrir. Dans les années 1970, les missions Venera ont commencé à réaliser des avancées majeures. Elles ne faisaient pas que s'approcher de Vénus.
Peu à peu, elles ont commencé à pénétrer dans son atmosphère, et alors que les sondes descendaient, elles ont fait une découverte surprenante. Les nuages de Vénus ne sont pas de simples nuages d'eau. Ce sont en fait des nuages d'acide sulfurique, de la pluie acide, un air toxique, et il n'y a presque pas d'oxygène. Déposer soudainement une personne non protégée sur Vénus la condamnerait en quelques secondes, tout comme les sondes. Et malgré cela, il y a eu une mission qui est devenue véritablement historique. L'atterrissage de Venera 7, c'est le tout premier vaisseau spatial de l'histoire à avoir réussi à transmettre des données depuis la surface d'une autre planète. Même si ce fut bref, cela a suffi à prouver qu'atteindre la surface de Vénus était possible. Après cela, l'Union soviétique a encore intensifié ses missions. Et lorsque les sondes Venera suivantes sont arrivées, c'est là que l'humanité a vu pour la première fois le véritable visage de Vénus. Ce n'était pas une jungle, ce n'était pas un monde océanique, ce n'était pas un paradis extraterrestre. C'était un monde mort, un ciel sombre, un terrain rocheux et dévasté, une atmosphère orange épaisse, et une chaleur semblable à une apocalypse sans fin. D'après les images de la mission Venera 13, la surface de Vénus ressemble à une combinaison de désert volcanique et de fours industriels. Les sondes n'ont duré qu'environ 1 heure avant d'être complètement détruites par les conditions extrêmes, et c'est la raison pour laquelle on n'y est presque plus retourné depuis. Ce n'est pas un manque d'intérêt des scientifiques, mais la difficulté et le coût de construire un vaisseau spatial capable de survivre sur Vénus. En fait, jusqu'à présent, c'est toujours l'un des endroits les plus difficiles à atteindre dans le système solaire. Mais même si c'est extrêmement dangereux, Vénus reste importante pour la science moderne. Pourquoi ? Il est possible que cela montre l'avenir d'une planète dont le système climatique est devenu incontrôlable. Certains scientifiques pensent aussi qu'il est possible que Vénus ait eu de l'eau il y a des milliards d'années. Mais à mesure que l'effet de serre s'aggravait, son eau s'est peu à peu évaporée, transformant toute la planète en un enfer aride. Et pour de nombreux chercheurs, c'est un avertissement, un rappel de la fragilité de l'équilibre climatique d'une planète. Ainsi, même après des décennies sans atterrissage humain sur Vénus, l'intérêt pour cette planète demeure. Selon la NASA et l'Agence spatiale européenne, de nouvelles missions sont en cours de planification pour réétudier la planète en utilisant des technologies modernes. Car jusqu'à présent, de nombreux secrets restent cachés sous son épaisse couche de nuages. Et peut-être que la partie la plus effrayante de Vénus n'est pas sa chaleur, mais la possibilité que cela puisse arriver à notre Terre. Malgré tout cela, revenons en arrière. Malgré les problèmes successifs, il y avait encore quelque chose qui donnait de l'espoir à l'Union soviétique à l'époque. C'était le fait que leur sonde ait atteint Vénus, mais ils n'ont pas obtenu la partie la plus importante de la mission. Les 2 premières sondes soviétiques ont perdu le contact avant même de pouvoir envoyer correctement des informations vers la Terre. C'est comme envoyer un explorateur sur une île mystérieuse, mais la communication est coupée avant qu'il puisse dire ce qu'il a vu. Pendant que les ingénieurs soviétiques étaient occupés à étudier ce qui avait mal tourné, un autre pays se préparait discrètement à voler la vedette. Et ce pays n'était autre que les États-Unis. En 1962, la NASA a lancé une mission qui allait changer la perception humaine de Vénus, le Mariner 2. C'était la toute première mission de survol planétaire réussie de l'histoire. Il ne s'est pas posé à la surface, mais il s'est suffisamment approché pour obtenir les premières données réelles sur la planète. Et ce qu'ils ont découvert était encore pire que ce qu'ils attendaient. À mesure que la sonde s'approchait de Vénus, elle a commencé à enregistrer des relevés de radiation et de température provenant de l'atmosphère de la planète. Selon la NASA, il faisait déjà très chaud, même avec des mesures prises en haute atmosphère. Ce n'est pas simplement un monde tropical chaud, ni une planète marécageuse. En réalité, c'est un véritable four géant dans l'espace. Selon les scientifiques de l'époque, la mission Mariner a détecté une température dépassant les 400 degrés Celsius. Et rappelez-vous, ce n'était encore que des mesures orbitales. Cela implique que les conditions en surface pourraient être encore plus extrêmes. C'est là que la théorie sur l'emballement de l'effet de serre a été encore plus confirmée. Sur Terre aussi, il y a un effet de serre. C'est ce qui aide à maintenir la chaleur suffisante sur la planète pour que nous puissions vivre. Mais sur Vénus, il semble que ce système ait perdu tout contrôle. Avec l'accumulation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la chaleur s'emmagasine davantage. Et plus la planète se réchauffe, plus ça attend que plus cet effet s'aggrave jusqu'à ce que le monde entier devienne un véritable enfer. Mais la chaleur n'est pas le seul problème. Les scientifiques ont aussi été surpris par une autre découverte de Mariner 2.
La couche nuageuse de Vénus est en réalité très élevée. Selon les données de la mission, elle atteint près de 80 km de hauteur. C'est comme si une immense couverture recouvrait toute la planète. Et à cause de l'épaisseur des nuages, les télescopes ne peuvent presque rien voir directement à sa surface. Donc, même si la NASA dispose de nouvelles informations, l'apparence réelle de Vénus dans le passé reste toujours un mystère. Une chose est claire, il est presque impossible qu'il y ait de la vie là-bas. Et à cause de l'environnement extrêmement dangereux, l'Amérique a progressivement perdu de l'intérêt pour les missions vers Vénus. Ils ont préféré concentrer leur budget et leurs ressources sur les missions lunaires et sur la possibilité d'une exploration future de Mars. En d'autres termes, la NASA s'est retirée. Mais l'Union soviétique voyait les choses autrement. Pour eux, ce n'était pas un avertissement, c'était un défi. Alors que l'Amérique s'éloignait de Vénus, l'Union soviétique a vu l'occasion de s'approprier un autre exploit historique dans la course à l'espace. Ils croyaient qu'ils étaient sur le point de réaliser une percée qui surprendrait le monde entier. Au lieu de s'arrêter, ils ont donc renforcé encore davantage le programme Venera. Des sondes spatiales plus robustes, des protections thermiques avancées, une protection contre la pression renforcée et des tentatives plus désespérées, pour pouvoir atterrir sur la planète la plus dangereuse du système solaire. Mais à l'époque, il ne s'avéra pas encore que le véritable cauchemar de Vénus ne faisait que commencer. En 1966, la course à l'espace a commencé à changer. Ce n'était plus simplement une compétition pour savoir qui atteindrait l'espace en premier. C'était désormais une compétition pour savoir qui pourrait survivre à l'enfer de Vénus. À l'approche de l'un des plus grands moments de la course à l'espace dans les années 1960, l'Amérique et l'Union soviétique prenaient désormais des directions différentes. L'Amérique se concentrait désormais sur la Lune. Quant à l'Union soviétique, elle ne lâchait toujours pas Vénus. Alors que la NASA se préparait pour les missions historiques d'alunissage, les ingénieurs soviétiques travaillaient discrètement sur un vaisseau spatial plus grand et plus robuste que leurs précédentes sondes. C'est ainsi qu'est née la nouvelle génération des missions Venera. Il ne s'agissait plus simplement d'une capsule métallique envoyée dans l'espace. L'Union soviétique savait déjà que Vénus n'était pas une planète ordinaire. Donc s'ils voulaient obtenir de vraies informations de cette planète, ils devaient en construire un vaisseau spatial capable de résister à la chaleur, à la pression et à l'atmosphère toxique de la planète. Les nouvelles sondes étaient plus lourdes, les instruments plus complexes et la mission plus sérieuse. Ils l'ont équipé de différents instruments scientifiques comme un thermomètre, des analyseurs de gaz, des capteurs de pression et des instruments radars afin de mesurer les conditions pendant la descente dans l'atmosphère de Vénus. Mais la partie la plus importante de la conception était la capsule de descente. C'était une capsule séparée qui se détachait automatiquement du vaisseau principal à l'arrivée sur Vénus. Après cela, son parachute s'ouvrait et elle descendait lentement tout en recueillant des données sur l'atmosphère. Sur le papier, le plan était bon, mais dans la réalité, Vénus, c'est une toute autre histoire. Lors du lancement de la mission Venera 3, une nouvelle panne du système s'est produite alors qu'elle voyageait dans l'espace. La communication a été perdue avant même de pouvoir envoyer des données scientifiques. Mais même si la mission a échoué, un événement historique s'est produit. La sonde a percuté Vénus. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un objet fabriqué par l'homme est arrivé sur une autre planète. Ce n'était pas vraiment un atterrissage réussi, mais plutôt un écrasement pur et simple. C'était comme un géant de métal lancé directement sur un monde extraterrestre. Et même si son arrivée était accidentelle, cela fait quand même partie de l'histoire de l'exploration spatiale. En fait, selon les archives historiques des missions soviétiques, ils ont aussi été le premier pays à faire s'écraser un vaisseau spatial sur la Lune, Vénus et Mars. Mais la véritable avancée est arrivée seulement 1 an plus tard, avec la mission Venera 4. C'est le tout premier vaisseau spatial à avoir réussi à transmettre des informations depuis l'atmosphère d'une autre planète. Et alors que la capsule descendait lentement à travers l'épaisse couche de nuages de Vénus, elle a commencé à transmettre des informations surprenantes. Dans les hautes couches de l'atmosphère, les conditions restaient assez normales. Les scientifiques estiment que certaines zones sont comparables à une journée chaude sur Terre. Il ne faisait pas trop froid, et ce n'était pas immédiatement mortel non plus. Mais à mesure que la sonde descendait, c'est là que Vénus commençait à devenir un cauchemar. La température augmentait soudainement. La pression atmosphérique s'aggravait, et l'air devenait de plus en plus dense. C'est comme si tu plongeais au fond d'un océan extrêmement profond. Mais au lieu que ce soit l'eau qui t'écrase, c'est l'air lui-même qui enveloppe et écrase le vaisseau spatial. C'était un concept étrange pour les scientifiques à l'époque.
Parce que sur Terre, on a l'habitude de penser que l'air est léger, mais sur Vénus, l'atmosphère est tellement dense qu'elle est presque comme un liquide à cause de son poids. Au fur et à mesure que la capsule Venera descendait, la pression augmentait de plus en plus jusqu'à ce que la transmission soit soudainement coupée. Le signal était mort. Plus aucune communication. Et selon l'analyse des scientifiques soviétiques, il est probable que la capsule ait été écrasée à cause de l'extrême densité de l'atmosphère de Vénus, comme une canette de soda écrasée. C'est là qu'ils ont réalisé une vérité effrayante. Vénus était bien plus hostile qu'ils ne l'avaient imaginé. Un vaisseau spatial ordinaire ne suffisait pas. Un simple bouclier thermique ne suffisait pas. S'ils voulaient atteindre la surface, ils devaient construire l'une des machines robotiques les plus résistantes de l'histoire. Mais même s'ils savaient que les chances de survie de leur prochaine sonde étaient minces, l'Union soviétique a tout de même poursuivi les missions suivantes. Pas de retour en arrière. En 1969, ils ont lancé une série de missions Venera, même s'ils étaient presque certains que celles-ci ne survivraient improbablement pas non plus jusqu'à la surface. Et pendant que cela se passait, l'Amérique était occupée à se préparer pour un autre événement historique qui allait changer l'histoire de l'humanité. Le premier alunissage de l'homme. À ce stade de la course à l'espace, il était clair que l'Union soviétique était à la traîne dans la plus grande bataille de la décennie, l'alunissage. Alors que l'Amérique se rapprochait de mettre un homme sur la Lune, les dirigeants soviétiques savaient qu'il leur serait difficile de rattraper leur retard. Mais cela ne signifiait pas que la bataille était terminée pour eux. Ils avaient encore un autre objectif, et c'était Vénus. Pour l'Union soviétique, c'était peut-être là qu'ils pouvaient se rattraper. S'ils parviennent à faire une découverte révolutionnaire sur la planète la plus dangereuse du système solaire, ils pourraient encore montrer au monde qu'ils sont les véritables rois de l'exploration interplanétaire. Donc, même après des échecs successifs, ils ne se sont pas arrêtés. Au contraire, ils ont encore agrandi et renforcé leurs vaisseaux spatiaux. Les nouvelles sondes. Venera ne sont plus de simples capsules spatiales. Elles ressemblent désormais à des chars blindés conçus pour survivre en enfer. Une coque en acier plus épaisse, une structure extérieure plus résistante. Et à l'intérieur, il y a une sphère en titane qui sert de protection aux instruments contre la chaleur extrême de Vénus. Ils ont construit un petit bunker dans les vaisseaux spatiaux et ajouté des amortisseurs pour résister à l'impact de l'atterrissage. Parce qu'en réalité, les ingénieurs soviétiques n'étaient en plus sûrs qu'il soit encore possible d'atterrir correctement sur Vénus en utilisant des systèmes de parachute ordinaires. Et ils avaient raison. En 1970, l'une des missions les plus importantes de l'histoire de l'exploration de Vénus est arrivée. La mission Venera 7. Pendant que le vaisseau descendait dans l'atmosphère de Vénus, tout allait bien au début. Le parachute s'est déployé et la capsule a commencé à ralentir. Mais peu après, un problème est survenu. Selon l'analyse des ingénieurs soviétiques, il est possible que le parachute se soit déchiré ou fondu à cause de la chaleur extrême. À cause de cela, la sonde s'est soudainement écrasée. Comme une pierre tombée du ciel, rapide, sans contrôle, directement à la surface de Vénus. Sur Terre, un tel atterrissage détruirait sûrement un vaisseau spatial. Alors, quand le signal clair de Venera 7 a disparu, les observateurs en Union soviétique ont pensé que c'était encore un échec. Mais ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait encore une transmission faible. L'antenne était endommagée et le vaisseau spatial très abîmé, mais il fonctionnait encore. Ainsi, pour la première fois, l'humanité a pu envoyer des informations directes depuis la surface de Vénus. Ces données ont finalement confirmé le cauchemar que redoutaient les scientifiques. Selon les mesures de la sonde, la température à la surface de Vénus atteint près de 475 degrés Celsius. Pour que tu comprennes à quel point c'est chaud, c'est à peu près la même température que l'intérieur d'un four industriel ou d'un four à pizza au feu de bois. L'électronique ordinaire ne suffit pas pour survivre. Même les machines modernes auraient encore du mal dans un tel environnement. Mais au lieu d'avoir peur, l'Union soviétique est devenue encore plus déterminée. Dans leur esprit, même s'ils ont perdu la course à la Lune, ils avaient encore d'autres occasions de marquer l'histoire. Ils pouvaient-ils devenir le premier pays à découvrir les secrets d'autres planètes, Vénus, Mars, et peut-être détenir la clé pour comprendre comment les mondes se forment dans l'univers. Ainsi, au début des années 1970, la direction du programme spatial soviétique a évolué, se concentrant davantage sur l'exploration de l'espace lointain. En fait, en 1971, ils ont envoyé un vaisseau spatial qui a été le tout premier à effectuer un atterrissage en douceur sur Mars. Même si cela n'a duré que quelques secondes avant que le signal ne soit complètement perdu. Mais ils n'ont pas pour autant abandonné Vénus.
car lors de la mission suivante, ils ont eu encore plus de succès. La mission Venera 8. Cette fois-ci, l'appareil a réussi à atterrir correctement à la surface et a pu transmettre des données pendant près d'1 heure. Et c'est là que l'on a confirmé à quel point il est impossible de survivre sur Vénus. En plus de la chaleur extrême, la pression atmosphérique là-bas est presque 90 fois plus forte que sur Terre. C'est comme si on était immergé à près d'1 kilomètre sous la mer. Et ce n'est pas tout. La basse atmosphère de Vénus est aussi remplie d'acide sulfurique. Oui, le même produit chimique utilisé dans les batteries de voitures. En d'autres termes, sur Vénus, presque tout semble vouloir détruire votre vaisseau spatial. Chaleur, pression, acide, gaz toxique. Mais il y a une chose que Venera 8 a découverte qui a rendu les ingénieurs soviétiques encore plus fous. Il y a en fait assez de lumière à la surface de Vénus. Cela signifie qu'il est possible de prendre des photos. Et s'ils réussissent, ce sera la toute première photo prise depuis la surface d'une autre planète. Alors, pour la mission suivante, l'Union soviétique a construit un vaisseau spatial encore plus spécial qu'auparavant, la mission Venera 9. Il pesait près de 5 tonnes, aussi lourd qu'un éléphant adulte d'Afrique. Mais le changement le plus important concernait le système d'atterrissage. Les ingénieurs soviétiques ont constaté que, malgré le crash violent de Venera 7, celle-ci avait tout de même partiellement fonctionné. Alors ils ont pensé, et si on n'utilisait plus de grands parachutes, mais qu'on profitait plutôt de l'épaisseur extrême de l'atmosphère. Ils ont utilisé l'atmosphère de Vénus pour ralentir le vaisseau et conçu le nouveau design aérodynamique de Venera 9 car l'atmosphère y est très particulière. Elle est tellement dense qu'on a presque l'impression d'être dans l'eau plutôt que dans de l'air ordinaire. Ainsi, pendant que le vaisseau descend, il ralentit naturellement. C'est à cause de la résistance extrême de l'atmosphère. Et après tous les échecs, les accidents et les missions presque impossibles, ils ont finalement réussi. En 1975, l'humanité a vu pour la première fois la véritable surface de Vénus. Ce n'est pas une peinture ni l'imagination d'un artiste, mais une vraie photo d'une autre planète. Et ce qu'ils ont vu, c'était un monde silencieux, sombre et apparemment mort, qui ressemblait à la fin de l'Apocalypse. La première photo de Vénus n'était pas comme ce que beaucoup de gens attendaient à l'époque. Pas de villes extraterrestres, pas de plantes étranges, pas de créatures en mouvement. Au lieu de cela, ce que le monde a vu, c'était un endroit silencieux, rempli de roches, de poussière et d'un terrain dévasté. On aurait dit un désert volcanique abandonné. Mais même si son apparence était simple, ces images avaient une signification immense. Parce que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons vu une véritable image prise depuis la surface d'une autre planète. La première image de la mission Venera 9 montre des rochers pointus et un sol ressemblant à du sable autour de l'atterrisseur. Ce n'est pas visuellement spectaculaire, mais pour les scientifiques de l'époque, c'était un immense succès. Après cela, la mission Venera X est arrivée. Seulement quelques jours plus tard, et l'endroit où elle a atterri avait un aspect différent. Le terrain était plus plat, il y avait moins de gros rochers. Et selon l'analyse des scientifiques, il est possible que cet endroit soit un ancien écoulement de lave. Cela signifie qu'il y a eu une intense activité volcanique sur Vénus depuis longtemps. À ce jour, certains chercheurs pensent qu'il pourrait encore y avoir de l'activité. Mais même si l'Union soviétique réussissait déjà à obtenir des images de Vénus, chaque mission n'était toujours pas facile. L'un de leurs plus gros problèmes était le système de caméra lui-même. À cause de la chaleur extrême de l'atmosphère de Vénus, la caméra devait être protégée pendant la descente de la sonde spatiale. Sinon, l'objectif risquait de fondre ou d'être endommagé avant même d'atteindre la surface. C'est pourquoi ils ont conçu des couvercles de protection automatisés pour couvrir la caméra pendant la descente. Le problème, c'est que cela ne fonctionnait pas toujours. Lors de certaines missions comme la mission Venera 11 et la mission Venera 12, il y a eu une défaillance du système de capuchon d'objectif. Le vaisseau spatial était opérationnel. L'atterrissage s'est bien déroulé, mais les couvercles des caméras ne se sont pas ouverts, empêchant d'obtenir des images claires. C'est comme si tu étais allé dans l'endroit le plus dangereux du système solaire, mais tu as oublié d'enlever le couvercle de la caméra. Mais quelques années plus tard, l'une des missions les plus réussies vers Vénus de l'histoire est arrivée, la mission Venera 13, et c'est cette mission qui a finalement donné au monde la vue la plus détaillée de Vénus. Pour la première fois, l'humanité a vu des images en couleur de la surface d'une autre planète. Et lorsque les images sont sorties, cela est devenu encore plus étrange. Un ciel orange, des rochers pâles et un paysage qui ne semble vraiment pas fait pour l'homme.
D'après les données de la mission, la sonde a atterri près du bord d'un terrain élevé, ou d'une sorte de falaise. C'est pourquoi la sensation de profondeur dans les images était encore plus marquée. Et c'est là que les scientifiques ont vraiment ressenti que c'était un endroit réel. Pas un dessin, pas une création informatique, mais un véritable monde dans l'espace. On peut aussi voir sur les images une partie même du vaisseau spatial, ainsi que d'étranges structures métalliques en dessous qui ressemblent à des dents. Ce n'est pas seulement esthétique, c'est aussi fonctionnel. Les ingénieurs soviétiques ont équipé le système d'atterrissage d'ailettes métalliques et de stabilisateurs pour éviter que la sonde ne tourne ou ne tremble pendant sa descente dans l'épaisse atmosphère de Vénus. Parce que si le vaisseau spatial perd sa stabilité pendant l'atterrissage, il risque de se retourner complètement ou d'être endommagé avant même de pouvoir transmettre des données. Mais la mission de Venera 13 ne consistait pas seulement à prendre des photos, elle était aussi équipée d'un système de forage. Oui, elle a littéralement foré le sol de Vénus. Elle a prélevé des échantillons de sol pour étudier quel type de matériaux recouvre la surface de la planète. Et selon l'analyse, certaines des roches sur Vénus ressemblent à des roches volcaniques sur Terre, en particulier des cendres volcaniques solidifiées et des matériaux de type basalte que l'on trouve aussi couramment sur les fonds océaniques de notre planète. Cela signifie qu'il est vraiment possible que Vénus ait eu une histoire volcanique très intense. Et il y a une autre chose que Venera a faite dont on parle rarement aujourd'hui. Elle avait emporté un microphone. Ainsi, pour la première fois, l'humanité a entendu le son provenant de la surface de Vénus. Ce n'étaient ni des sons d'extraterrestres, ni de monstres, ni de signal étrange. Mais plutôt un faible bourdonnement du vent et le bruit du vaisseau spatial lui-même fonctionnant sous une atmosphère extrêmement dense. Mais même si ce n'était qu'un simple bruit, il y a une sensation étrange quand tu sais que cela vient d'une autre planète. C'est comme si tu écoutais le souffle d'un monde qui n'a jamais été fait pour être habité par l'homme. Après la mission Venera 13, celle de Venera 14 est arrivée. Elle a de nouveau confirmé que de nombreuses parties de Vénus sont couvertes de roches volcaniques et de vastes terrains plats. Et après cela, tout s'est arrêté. Aucun autre vaisseau spatial n'y a atterri depuis. Jusqu'à présent, ces images restent les dernières vraies photos de la surface de la planète. Beaucoup se demandent pourquoi nous n'y sommes pas retournés. La réponse, c'est très difficile, coûteux et la récompense ne justifie pas le risque. Sur Mars, c'est pourquoi les rovers ont pu durer plusieurs années, parcourant des kilomètres tout en continuant d'étudier l'environnement. Mais sur Vénus, le plus longtemps qu'un atterrisseur Venera ait survécu, c'est à peine 2 heures. 2 heures, après une mission extrêmement coûteuse et dangereuse. De plus, l'Union soviétique s'est également effondrée progressivement de la fin des années 1980 au début des années 1990. Les priorités du pays ont changé, l'économie s'est affaiblie et leur programme spatial en a été affecté. Pendant ce temps, la NASA a préféré se concentrer sur Mars et d'autres missions plus pratiques. Et pour être honnête, il est difficile de convaincre les responsables gouvernementaux de dépenser des milliards de dollars pour une mission qui pourrait ne durer que quelques minutes. C'est pourquoi jusqu'à présent, Vénus reste pratiquement inatteignable. Elle est très proche de la Terre à l'échelle cosmique, mais elle semble appartenir à un tout autre type de monde, une planète que l'humanité a autrefois imaginé pouvoir abriter la vie. Mais elle s'est avérée être l'un des endroits les plus dangereux que nous ayons découverts dans tout le système solaire.